Bon, alors on a trois approches assez différentes, mais avec un certain nombre de convergences ou de différences qu'il est intéressant de regarder. Qui a envie de réagir? Les autres intervenants? Des gens dans la salle? Le plus dur, c'est toujours d'être le premier. Okay. Grand silence. Est-ce que je me tourne vers les autres intervenants? C'est un peu vicieux, mais pour qu'on instaure un petit peu un débat, qu'on essaie d'instaurer un peu un débat entre les trois. Merci beaucoup. Thank you for your presentation, and I'm very happy that you could again say this préjugé about that male and female can have different brains and. So I think it's really important, yes, because I started from this idea that was prejudice. Actually, most of females are worse than males because they are field-dependent in this kind of task, not in others. Yes. If you ask them to make another kind of task, it is well. If you ask females, most of the females to assume a different spatial perspective from the one they are in this moment. For example, I am in this position, you ask me to tell you how this room would appear from the opposite point of view. I will be slower than most of the men. But if you ask me how he is feeling now, I will be better than most of the male, because it's another perspective point, my social perspective point, personality perspective point. So field dependency has to do with this, with the ability to put in the other shoes or another point of view. Field dependent are better in putting in other shoes, not in another special point of view. And field dependent the contrary. And usually females in our world are better in putting the other shoes, not in another point of view. It has to do with something that is not just education, it's not training, it's not prejudice, it's a sort of natural selection in a world that evolved because females would take care of children and things like that. Indeed, in different cultures, there is not this difference, or is not so clearly defined between the genders. So in Pygmeus, but also there is an Australian population in which there is no egocentric representation of space. No one is able to use my left, my right to define space, but just only a general environment. And there is no difference between gender in the field dependence. So it's just the amount of field dependency, field independency, not the gender. There is also something that is related with all three interventions. Sorry. No. It's the importance of representation and how we all understand the notion of representation. I think it can be a very important subject about this, because we already in the morning we talk about it, but I think we present it on a very different ways. So it can be interesting to make it clear, maybe at a certain point, maybe not now, but just to say this is also very important. How we do interpretation of representation, what do we want to represent, and how we use it or not. So for all the three, it was very different, and it was quite interesting to see it. Yes, also because we know a lot of things about the way people represent space, but we have never tried what can be really useful for the question we are debating today, that is how much I can force information before losing in effectiveness. I mean, well, the two ways to represent space
egocentric, allocentric, starts from a different point of view. People using egocentric representation makes a sort of inventory of features, landmarks, elements, and then put them in relation each to the other for developing a map. People using an allocentric representation use, first of all, represent the general shape of the environment. And then its general features, and for example, uses even in without awareness information like the sun position. People using egocentric representation needs to have a lot of information, features. For example, needs that there are a lot of elements inside the environment. They are really different from each other. Need to also something very special. That is, when I follow a route, I find something, I look at, and I saw it from a certain perspective, coming from south. When I meet the same element coming from north, I need to recognize that I have already saw this element, but also to recognize it from a different perspective. That means that I have two symmetrical environments are more difficult than asymmetrical environments because they don't give me the left-right that is translated north-south. So I think we have a clear idea that there are two ways to represent space. We also know that people is able to transform one representation in another. But I think we need some more efforts to understand better how to help. Oui, vas-y. Je passe au français pour les autres. Ouais. Et je trouve intéressante cette idée qu'effectivement, on ne projette pas comme on vit l'espace, même si parfois on essaye de se projeter dans ce qu'on va dessiner ou dans ce qu'on va concevoir. Moi, j'ai énormément appris de cette recherche sur les souterrains. J'ai énormément appris parce que ça m'a complètement obligée à changer mes manières de penser. Le fait de se confronter à un environnement, parce que bon, les discussions qu'on a eues avec Cécilia ou avec Alain Berthoz, qui ne travaillaient pas spécifiquement sur les souterrains, mais sur des espaces complexes, aide à finalement revenir sur des fondamentaux qu'on a oubliés de notre rapport à l'espace et de la conception de l'espace. Et le faire dans un terrain qui est à la fois très contraignant et qui est décalé, qu'est le souterrain, l'est encore plus. Parce que ça nous a obligés à laisser de côté en fait tout un tas de présupposés ou de fausses valeurs ou de valeurs qu'on pouvait attribuer au souterrain pour se confronter à ce qu'il est réellement, y compris dans des configurations les plus contraintes d'espaces techniques ou d'espaces construits, et ce qui nous a aussi obligés de le faire en se reconfrontant à nouveau à l'individu et à nous-mêmes. Parce que on n'arrête pas de dire que le souterrain est un espace dont les usagers sont malvenus, dangereux, dans lequel on ne vit pas, mais en même temps, c'est un lieu qui permet de réfléchir à cette adéquation ou adaptation de l'individu à son espace urbain. Et en cela, alors je sais pas, on va pas pour autant répondre à la question peut-on vivre ou vit-on en souterrain, mais à mon avis, c'est pas forcément
pire que de vivre dans des environnements complètement techniques, complètement intériorisés, où justement ce rapport à l'environnement et ce rapport à l'espace n'existe plus. Et les stratégies cognitives sont intéressantes parce qu'en fait, elles nous... Et en fait, en travaillant avec Alain Berthoz et Cécilia, en fait, j'ai relu Kevin Lynch, puisque en même temps qu'il était architecte, il était psychologue, et tout ce travail sur les systèmes de repérage comme des éléments qualitatifs de la forme urbaine sont pour moi des éléments éclairants que les souterrains nous obligent forcément à remobiliser, quoi. Alors, je sais pas, en attendant que quelqu'un lève la main, j'ai un tout... Oh oui, je finis quand même. J'ai un tout petit peu envie de réagir à ça en posant deux questions un peu précises, disons. La première, c'est en attrapant au vol. Je lis et on me dit à un certain nombre d'endroits, que Kevin Lynch, c'est complètement obsolète. C'est-à-dire que ça ne correspond plus aux manières d'aujourd'hui de lire la ville. Qu'est-ce que votre recherche répond à cette question? D'accord, pas d'accord? Une question un peu brutale, hein, mais d'accord, pas d'accord? Est-ce qu'effectivement on oublie Lynch parce que c'est avant et qu'aujourd'hui ça ne se passe pas comme ça? On ne construit pas notre rapport à l'espace comme ça? Ou bien est-ce qu'on dit non, pas du tout, on retrouve qu'il y a une vérité de Lynch? Bon, ça, c'est des premières questions. J'imagine que votre recherche doit quand même apporter des éléments de réponse à ça. Et deuxième question, qui est un écho à la question sur les représentations. Je trouve que c'est une question très importante de se demander qu'est-ce qu'on met les uns et les autres derrière le terme de représentation. Et j'ai presque envie de la mettre dans l'actualité. Aujourd'hui, dans toute une partie des gens qui s'occupent de l'espace, je dirais pas trop les architectes, peut-être bien, mais beaucoup les géographes et tout ce qui tourne autour. Il y a un retour d'un Français qui nous revient via les États-Unis, et via des lectures américaines qui sont parfois assez amusantes, mais passons. Il s'appelle Henri Lefebvre. Et on nous dit, il y a l'espace représenté, l'espace des représentations, l'espace pratiqué. Bon. Là encore, dans votre expérience de recherche, est-ce que ça vous paraît sans intérêt? Et laissons les géographes radicaux américains s'amuser avec ça, mais ça n'a pas d'intérêt particulier pour nous, ou bien est-ce que ça en a? Et j'ajouterai encore quelque chose, mais là, c'est plutôt du côté des gens qui sont en psychologie ou en sciences cognitives, c'est alors représentation, construction de l'espace. Comment la notion de construction de l'espace, notamment telle qu'elle est élaborée par Piaget, et la notion de représentation s'articule-t-elle? Est-ce que c'est parce que je suis ignorant aussi que je pose ces questions-là. Est-ce que le schéma de Piaget est mort et enterré, ou bien est-ce qu'il a un certain intérêt? Comment est-ce qu'on articule? Comment? La conception, la théorie de la construction de l'espace chez Piaget. Parce que Piaget, lui, il est enterré, il n'y a aucun doute. Mais la théorie... Oui, d'accord. Oui, enfin, ça, c'est encore... Je laisse les questions sur la pertinence de tout ça par l'espace souterrain, je vous laisse y répondre. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu, effectivement, comprendre comment l'expérience que vous avez faite, c'est-à-dire votre recherche, vous amène à situer par rapport à des débats que vous avez vous-même soulevés, d'ailleurs. Je vais commencer sur Kevin Lynch, puisque j'en ai parlé. En
en fait, les deux, il est à la fois obsolète et parfois il peut éclairer. Il est obsolète parce qu'il s'est focalisé sur une dynamique beaucoup plus statique et sur des questions d'objets. Mais il a une actualité parce que le souterrain nous oblige à penser, à réfléchir à un espace qui, non pas parce qu'il est produit par des flux, mais qui existe peut-être dans les formes qu'il a en fait à travers des perceptions qui sont des perceptions généralement liées au mouvement. Et tout ce que cette période en fait met en avant, c'est effectivement la relation entre un objet et un contenant et des acteurs, des sujets qui sont dynamiques et qui fabriquent eux-mêmes leur espace. Et ça, c'est complètement contemporain parce qu'on est complètement là-dedans et de plus en plus en fait. La valeur du contenant tend à s'estomper de plus en plus par rapport à des logiques d'occupation spatiale, temporaire des individus qui sont soit à la fois des pratiques et des êtres, enfin des individus, quoi. Donc c'est en cela qu'il est à la fois toujours contemporain et en même temps décalé, parce que les questions se posent, ne sont pas d'ordre visuel et ne relèvent pas que de la composition ou de la compréhension d'un paysage ou d'une ville, en fait. Moi, je vais dans le même sens par rapport à Kevin Lynch. Disons qu'à un moment donné, une question se posait, pas forcément la représentation, mais avant, qui était celle de l'imagibilité. Y a-t-il, à partir des travaux qu'on a fait, en particulier la relation sentir et sentir se mouvoir, y a-t-il quelque chose qui émerge, qui serait une sorte d'imagibilité, quelle est-elle ? Et donc là, la différence essentielle, c'était celle qu'on n'a pas du tout cherché de classification, on n'a pas du tout travaillé sur des éléments stables, mais au contraire, essayer de se demander comment il pouvait y avoir quelque chose qui liait donc le mouvement, mais donc la motricité aussi. Et donc des éléments sur lesquels nous avons principalement travaillé, qui associent la mémoire corporelle. Donc c'est autre chose, et qui demande aussi une autre manière, une autre disponibilité pour laisser émerger cette mémoire corporelle, et comment est-ce qu'on repère ce qui est de ça, et donc avant, donc qui est de l'ordre du préverbal, et qu'ensuite comment il y a quelque chose qui va caractériser ces lieux, et qui évidemment nécessite une distance critique par rapport à la mémoire corporelle, puisqu'elle fait émerger certains éléments, mais pas la totalité. Mais comme toute représentation, de toute façon, est lacunaire. Donc ça, c'est un élément qui est à la fois différent de Kevin Lynch et différent de Lefebvre sur cette notion de mémoire corporelle. Et moi, c'est peut-être un point sur lequel je travaillais déjà, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment une extraordinaire richesse si vraiment on la traitait comme elle était et comment on pouvait aborder du commun, d'où cet apport de connaissances que je proposais dans mon titre. You mentioned Piaget and development of, well, actually, differences are not because, okay, we are a little farther than Piaget at this moment, and we know, for example, that children at 18 months are able to orient in the same way rats do. That means they have place cells, the Nobel Prize place cells. And then they develop the ability to orient using a more evolved system in recognizing landmarks. I mean, at 3 years they're able to say what is different in a room from a previous. If you change something in a room, they are able to say this is different, but they are not able to use this information for orienting. If you hide their preferred toy in the room, they are not able to use the point of reference. Okay.
and then they orient still using the same system rodents use, mouse use. And they need to develop to be about 4 or 5 years old to being able to have a real cognitive map. They are being able to localize objects in a room, okay? So, for example, they are not able to go, they do not develop a real ability to orient until they are 10 years old. And this is similar to what Piaget told. They start to develop a real allocentric representation world after 10 years. But what happens is that each individual is her own preferred representation. So I am able I have the allocentric representation. I can use survey representation. I am able to draw the map of environment. I am able to orient by using cardinal points or not referring to myself. Anyway, I am a route guy. I use landmarks. I use route as my preferred way too. And while people using allocentric representation have difficulties are able to use the root representation, the egocentric representation, but they tend not to use it. This is the difference. It's not that, in respect to Piaget, who stated all arrive at the same level. We now know that, yes, we all arrive at the same level, but that does not mean that we will use it. Okay. So, for example, if you're field dependent, you are more prone to use language. And using language means it's very easier to use egocentric representation with language. We could speak with the language. So I know I could shape the colors in a verbal way more than in a visual way. And this means that I am more prone than. There are many things that works together in our choices. La première question de la salle. Moi, j'avais des questions, surtout pour Sylvie, sur la question de la méthodologie et du choix de la défense. Parce qu'en fait, il y a quand même un certain nombre d'espaces souterrains à Paris. Et pourquoi ce choix de la défense, qui est quand même pas qu'un des endroits quand même qui est assez difficile à vivre. Tout ce qui a été décrit dans la présentation était plutôt assez négatif en fait dans les perceptions. C'est comme ça que je l'ai interprété en tout cas en écoutant. Et je voulais savoir aussi quels sont les espaces qui ont été visités précisément. Est-ce que dans le travail de terrain et d'études, vous êtes resté au niveau de l'espace de la salle d'échange ou est-ce que vous êtes allé également dans les programmes tout autour? Cette question d'intériorité qui a été traitée tout au long de l'exposé, je trouvais très intéressante et vachement très forte par rapport au sujet. Mais où sont les limites de cette intériorité-là qui a été étudiée dans ce contexte-là? Voilà, Alors, en fait, on a choisi la défense pour sa complexité, parce qu'on voulait pas on connaissait les souterrains de Montréal, on connaissait des espaces souterrains qui étaient plutôt des centres commerciaux, mais on voulait pas se limiter à cet usage ou à ces occupations du souterrain. Donc la défense nous offrait de ce point de vue-là une beaucoup plus grande complexité qui nous a intéressés. Et j'en ai pas parlé là, mais la défense a aussi des opportunités foncières souterraines. C'est-à-dire qu'elle a encore des volumes non utilisés. Donc on était à la fois dans un espace investi, habité, avec une diversité d'occupations et des possibilités
d'explorer des sous-sols qui n'étaient pas encore aménagés. Donc c'est ça qui a fait que, bon, plus des contacts privilégiés entre l'EPADESA et Ville d'Idées, ce qui n'était pas négligeable, puisque ce qui nous permettait d'avoir des accès plus faciles dans cet espace-là. Donc voilà les raisons pour lesquelles on avait voulu travailler sur ces espaces-là, mais il y avait cette multifonctionnalité qui pour nous était importante, que ce ne soit pas seulement qu'un espace qui soit créé à partir du transport. Alors oui, on n'a pas parlé de tous les souterrains, mais on a visité à peu près tous les souterrains, enfin en tout cas moi, tous les souterrains de la Défense, que ce soit les parkings, les zones de logistique, les nouveaux programmes qui investissaient la profondeur à l'intérieur et qui privatisaient entre guillemets les entrepôts, qui est une structure un peu particulière à la Défense, puisque les voiries sont de l'espace public, elles desservent des espaces de logistique ou de services qui sont des entrepôts qui sont aussi publics, où il y a les locaux des poubelles des logements, les cours des logements, des accès parking. Donc c'est cette structure-là qui nous a intéressés. Et bon, là dans l'exposé j'en ai pris que certaines parties, mais il y a quand même dans toute cette diversité de souterrains, il y a un fonctionnement qui est le même en fait. Il y a une complémentarité du haut des tours jusqu'au sous-sol des parkings qui marche super bien, c'est évident. Et c'est plutôt ce qui se passe dans la complexité de relations entre ces différentes fonctions. Et c'est pour ça que la multifonctionnalité était quelque chose de très important. Ce matin, on a évoqué les questions de risque, on en a reparlé à midi. C'est aussi un des problèmes qui fait que la Défense devient un espace très complexe à gérer et à utiliser, notamment en termes de gestion du risque, et du risque incendie, puisque c'est le principal qui est à prendre en compte dans cet environnement construit. C'est qu'on relève, en fait, chacun de ces espaces relève d'une réglementation pompier différente, tout en étant tous en souterrain et au même niveau du souterrain. La réglementation des parkings n'est pas la même que celle des centres commerciaux, qui n'est pas la même que celle des voies souterraines, qui n'est pas la même que celle des entrepôts dont on ne sait pas trop à quelle catégorie ils appartiennent. Enfin voilà. Et en plus, ce qui nous a particulièrement intéressés, c'était toutes les transgressions. Parce que même si c'est des espaces qui ne sont pas aménagés pour les individus, eh ben, ils sont extrêmement pratiqués, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ça me fait juste remonter, ce n'est pas une question, c'est plutôt une réflexion sur cette question à la fois d'intériorité, de continuité spatiale et de l'espace souterrain, parce que vous dites que tout est de l'espace souterrain, alors qu'en fait, à mon sens, il y a quand même différents types d'espaces souterrains. On a tous les espaces qui sont réellement souterrains, c'est-à-dire qui sont enfouis, qui sont sous le niveau du terrain naturel, et qui en fait pour la plupart sont aujourd'hui inoccupés, comme vous le dites, parce que pour des raisons techniques, c'est des espaces qui n'ont pas été investis comme ils devaient l'être, et aujourd'hui, l'EPADESA, c'est pas trop ce qu'il va pouvoir en faire, parce que la législation ne permet pas d'y mettre des programmes. On a les espaces qui sont perçus comme souterrains, mais qui sont des espaces sous dalle, qui en réalité sont des espaces au niveau du sol naturel. Et puis on a tous les espaces qui sont dans la continuité des cheminements piétonniers, où on est toujours dans cette intériorité-là, où on est dans cette perception d'espace souterrain parce qu'intérieur, parce qu'on n'a pas de vue sur l'extérieur, parce qu'on a assez peu de lumière naturelle, mais où en fait on arrive déjà dans les étages supérieurs, quand on est dans les 4 temps, dans le CNIT, dans la Grande Arche, on est dans cette continuité totale et on n'est plus tout à fait dans le souterrain
à proprement parler. On est, en fait, à la Défense, à part le RER et le métro, rien n'est souterrain en fait. On retrouve le sol naturel dans ces locaux non aménagés encore, mais en fait, même si on n'est pas en souterrain, compte tenu de la complexité et de l'enfermement, on a en fait des qualités d'espace qui sont quasi souterraines. Oui. C'est pas grave, je laisse la parole, je réinterviendrai si... Oui, ça m'intéressait la réflexion que faisait Sylvie Salle de dire je vois maintenant l'espace autrement, après avoir travaillé sur le sous-sol, enfin la relation à l'espace. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est exactement ce qu'on a vu ce matin dans la ville de Maréchal, où la partie construite en surface est orthogonale, est plutôt orthogonale, parce qu'on dépend plus ou moins de procédés de construction, de la stabilité des matériaux, alors qu'en sous-face, on est dans une autre logique. Et j'ai étudié en 1977, j'ai fait une bourse d'études sur l'habitat troglodytique, et ce qui est évident, j'avais considéré que le sous-sol offrait c'était surtout dans la Loire, offrait une surabondance de matériaux qui permettait à l'habitant de faire ce qu'il voulait et de creuser là où il voulait. Bon, c'est ce qu'on a vu un peu ce matin. Et du coup, les formes n'ont plus rien à voir. Il y a une hiérarchie, il y a une relation de l'homme à l'espace qu'il construit. Il y a des formes qui sont courbes, il y a des hiérarchisations dans les différents espaces, public, moins public, privé, etc. Et il y a surtout, ce qui apparaît, c'est une continuité du mouvement. Il n'y a jamais de rupture, comme on peut l'avoir dans les espaces construits. Il n'y a jamais de rupture où d'un seul coup, il faut prendre un escalier, ou il faut monter, ou bien on doit prendre un angle droit pour tourner, etc. Bon. Et ce qui m'intéresse, c'est que l'espace souterrain, normalement à l'origine, est un espace construit qui n'existe, tu l'as dit, qui n'existe que si on l'a creusé. Et donc en fait, il y a du mouvement, il y a de l'humain dans l'existence de l'espace souterrain. S'il n'y a pas d'humain qui creuse, s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui a eu un mouvement, il n'y a pas d'espace souterrain. Sauf maintenant où on fait des grandes fosses avec des parois moulées autour et où on vient construire, comme on construit en aérien. Et je pense que c'est intéressant parce que la réflexion, parce que j'y crois beaucoup, questionner l'espace souterrain, c'est-à-dire cet espace qui prend en compte la temporalité, le mouvement, etc., et la continuité humaine dans celui qui est construit, qui est un peu naturel, qui a été creusé par l'homme. Ce sont des notions qu'on a besoin de se réapproprier, qu'on a besoin de reprendre en compte pour construire l'espace aérien. Moi, j'aime bien dessiner un plan où il y a une sorte de couloir et puis des traits de chaque côté et demander ce que c'est. Et en fait, ça peut être des bureaux, ça peut être une prison, ça peut être des salles de classe, ça peut être un hôpital. La logique qui préside à ça, c'est une logique constructive, une logique de facilité, y compris de conception dans le dessin, et c'est une logique d'économie. Et on n'est plus du tout dans la logique de quel confort, quelle relation celui qui utilise l'espace va avoir avec cet espace. Bon, c'est-à-dire tout ce que vous avez développé. Et je crois beaucoup qu'analyser l'espace souterrain peut permettre de re-questionner l'architecture et l'urbanisme superficiel au-dessus du sol, et on retourne aux fondamentaux. Voilà. On va en prendre 2, 3, puis après vous pourrez réagir. André Guillerme. Prends un micro. Sur toutes les deux, pas notre collègue italienne
mais sur la question de l'espace public et de l'espace commun. Donc j'insiste beaucoup là-dessus. Parce que dans le cas de la défense, enfin, pour moi, mon idée, c'est qu'un espace clos n'est pas un espace public. Sauf s'il est fait par l'État en tant que tel, mais il n'est pas ouvert. Et par conséquent, il y a une appropriation. La coque, la circonférence, renferme un espace qui est commun. Bon, c'est déjà un point de vue un peu particulier. Mais si par ailleurs j'essaye de comprendre de quoi historiquement est fait l'espace public, je me rends compte que d'abord ça vient du romain, enfin du droit romain, la rex publica, le droit public, c'est-à-dire le droit de la République. Donc on peut dire que quand on devient une démocratie, la rex publica devient donc un espace propre à la démocratie, mais c'est même pas ça. En fait, l'espace public, il naît en fait au XVIe siècle, avec Henri IV. C'est un espace qui est doué d'une qualité spéciale qui est l'utilité. C'est l'espace public, c'est l'espace que le roi désigne comme étant son utilité, c'est-à-dire qu'il se rend utile au peuple. Et donc, par conséquent, le premier espace public qui est le plus important, c'est l'espace des fortifications, de la défense, dans lequel chacun est obligé de participer pour faire les travaux communs. Et le deuxième espace qui intervient comme espace public, c'est au XVIIIe siècle, qui est l'espace des routes, qui est un espace qui est consacré donc par l'État, par le roi, avec des ingénieurs particuliers, les autres étant les officiers du génie pour les fortifications, les ingénieurs des ponts et chaussées pour les routes. Et ces deux espaces-là vont former un mot qui n'existe pas auparavant, qui est travaux publics. Le terme de travaux publics, qui est très difficile à traduire en anglais, parce que civil engineering, ça correspond à un génie civil, mais pas... Bon, donc ces travaux publics qui vont devenir une chose très importante, puisque c'est la représentation de l'utilité publique et la représentation de l'espace public, devient fondamentale avec la création de l'école polytechnique, qui est l'école centrale des travaux publics au départ. Et ça devient même un ministère au XIXe siècle et au XXe siècle. Donc dans l'espace public, il y a une connotation très importante de l'État et d'espace ouvert. Et je trouve qu'à la Défense, c'est des espaces, à part quand on est sur la dalle, mais qu'on est plutôt dans les espaces communs, puisque les riverains sont des riverains privés qui partagent collectivement des espaces, des volumes. Et donc, par conséquent, c'est un autre système. Mais la question, c'est que, je reprends encore l'idée de la Révolution, c'est que la Constitution proprement dit qu'il y a deux espaces dans la République. Il y a l'espace public qui est géré par l'État, et puis l'espace privé qui est géré par le domaine privé, et le reste est considéré comme étant de l'espace public. C'est-à-dire que l'espace commun qui existe dans les années 1780, on estime qu'il y a à peu près, en milieu urbain, à peu près autour de 5 à 6% d'espace commun qui existe encore. Bon, et puis qui va disparaître. Mais pourquoi ne pas dire, ou ne pas considérer, dans le cadre de la défense, que c'est des espaces communs, et du privé? Et dans ce cas-là, comment agir comment agir dans cet environnement sensible? Et pour moi, l'environnement sensible, c'est le paysage. C'est ça ma définition du paysage. Ouais. Non, mais c'est assez vrai, ça s'applique assez bien à la défense. Parce qu'il y a cette ambiguïté entre espace public d'utilité publique, parce que ça a été aussi fait pour rendre des fonctions publiques et des services publics de traversée, de logistique. Donc il y a cette partie. C'est quand même un ouvrage de travaux publics, en partie, la défense. Mais il y a justement une ambiguïté du statut des espaces parce qu'il y a cette mise en commun
qui se fait soit par des partages de gestion publique et privée, y compris sur les entrepôts, il y a des conventions qui sont données, et qui se fait aussi par des transgressions, c'est-à-dire par des personnes qui vont occuper des espaces qu'ils considèrent, ou en tout cas dont l'usage leur est pratique et qui sont mis en commun. Et un peu comme les espaces publics ouverts au privé new-yorkais qui datent aussi des années 60, même si ils sont réactualisés aujourd'hui, qui sont parfois intérieurs. Moi, l'intériorité aujourd'hui, moi, je ne fais pas cette différence entre espace public et extérieur, parce qu'il y a beaucoup d'espaces publics qui sont en intérieur dans pas mal d'endroits. Par contre, cette idée du commun, elle est intéressante parce que ce qui se passe, c'est que aussi dans la gestion de ces espaces et dans leur devenir, la solution, elle est, à mon sens, elle est forcément dans le partage de cet espace, de sa gestion, de ses occupations. Ce que font les centres commerciaux actuels qui s'aménagent en place publique complètement intérieure, donnant sur les magasins. Mais effectivement, cette idée de commun, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça peut nous redonner une forme de définition qui peut permettre de faire travailler différemment les gens sur ces questions-là. On m'avait dit, au début, j'ai connu la défense au début, mais qu'au départ, les conflits qu'il y avait à propos d'espace avaient fait que les avocats ou les juges qui s'occupaient de ça s'étaient retournés du côté du droit musulman, parce que le droit musulman est un droit de partage d'espace commun. Mais je ne sais pas s'il y a eu des suites. Je sais pas. Peut-être juste une précision par rapport au commun, comme moi je l'entendais, c'était dans un sens politique, le sol commun et pas dans la différence avec l'espace public. Et aussi, c'était une manière de dire qu'il y a des discriminations, il y a des répartitions, il y a des partages, et qui amènent aussi à des petites communautés ou à des petits ensembles. Et le commun, c'était une certaine manière de réouvrir ou de déployer ça. Mais je pense que c'est bien d'avoir les différents sens du commun aussi, ou de l'espace public, et de les interroger, encore une fois, avec l'histoire et avec des usages et des pratiques. Si je me permets juste de dire un mot, je suis bien d'accord avec la distinction que tu fais, mais elle est souvent très illisible, parce que le droit des contrats permet de brouiller les choses autant qu'on veut. J'ai tout de suite des exemples d'espaces publics qu'on privatise par contrat, et d'espaces communs privés qu'on rend espace public par contrat. Et du coup, c'est vachement compliqué, même si je pense que d'un point de vue, allez, employer un gros mot, d'un point de vue heuristique, on doit garder la distinction que tu donnes, mais elle est sans arrêt pervertie. Oui. Je ne voulais pas intervenir là-dessus, mais du coup, puisque j'ai la parole aussi maintenant, je pensais qu'il y a toute une réflexion sur ce qu'on appelle les espaces publics, c'est-à-dire des espaces privés à usage public, qui s'appliquent particulièrement dans les cas des souterrains, puisque la plupart des endroits où les gens déambulent sont de statut privé, mais utilisés comme des espaces parfaitement publics. Donc il y a tout un corpus là-dessus qui est tout à fait intéressant, on en avait parlé, je crois, et que l'on retrouve en particulier sur la France. Mais c'était pas la question. Moi, parce qu'on devait avoir Alain Bertos qui n'était pas là, et j'étais intéressé par également l'intervention de Cecilia Guariglia. Je l'ai bien dit, trop fort. Hein. Voilà. Et parce que le reste, on a un peu travaillé dessus sur la défense, donc j'ai moins de questions. Et c'était très intéressant sur ces questions allocentrées, égocentrées. Une des caractéristiques du souterrain, alors le problème c'est que j'ai dû m'absenter parce qu'il y avait Radio France Bleu là, qui voulait que je reparle des souterrains tout à l'heure, donc j'ai pas assisté à la fin, mais comment fait-on quand on est en trois dimensions, quand on intègre la profondeur?
Parce que le principe du souterrain est que l'on va avoir des plans consécutifs, mais on se déplace aussi de haut en bas. Et ces manières de se déplacer et de se structurer dans l'espace, lorsque l'on passe d'un déplacement à la surface du sol, hein, qui est à un souterrain dans lequel on a une multitude de niveaux et dans lesquels il faut aussi qu'on se repère en hauteur et en profondeur, comment fait-on Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Enfin, c'est une espèce de perche parce que je sais ce que Alain Berthoz en dit et que donc, voilà. Yeah, it's a question for you, yeah. It's a special one for you. Okay, I even can tell it in English. Yeah, I mean, you were speaking about this kind of egocentric and allocentric orientation, right? Which is pretty clear when we're on the surface of the soil and we just work on a two-dimension trajectory. So when we're underground, we have to integrate deepness, and we are on a third dimension that has to be taken into account. So how do you deal with this, with what you were explaining us about the way people just move, and if you're underground and you have also the, yeah, understand it? Get it? Actually, the external, the not underground world is not just bidimensional, it's often exactly two-dimensional. So how do you... And the cognitive map is a simplification of the system, in the allocentric system, because the way it's more complicated this, because we have a lot on map, a representation. There is a general big representation. If I have to move now to reach the station, I activate a general, bigger representation, and then I move the focus and zoom on, while moving, on the local representation. So while I move from here to the station, I have the general representation plus the single one. If I move in a space that is three-dimensional, as often happens, for example, when I have, this is typical, for example, it seems of Venice, because Venice says, in Venice you are obliged to change your plane, but it's typical in any open field in which there is not on a flat. I mean, when you have hills, Naples, for example, Naples is going up, down. It's different. People in Naples define the city like down city, up city. But in Naples, you go up and down in different places. Yes. Now we're in an underground structures, and you have different. Or when you move in a building. It's quite different. Inside the building, you often have up and down. Yeah. And what you do is just have a general direction, the general map, with the general direction, and then you move to the local. So the general you have a continuous shifting from the general representation that is also... Which you can have, because when you're in a building, you see outside, and it's easier. Not you're underground, really. you see when nothing. I mean, okay. You are moving something that is special. I mean, we are lucky Professor Bertozzi is not here because we fight about this definition. I mean, allocentric definition, define this kind of representation allocentric as a sort of simplification that falls toward a kind of representation I don't think it exists, while Alain thinks it exists. Yeah, that's why I was asking you. I mean, when I look something, there is no allocentric, because it became egocentric because I'm looking at it. When I think to something, I translate it in something that is egocentric, in any case. The difference is that I need to know where I am in this position, or I don't need to. Okay? So if I have to move from here to the station, my allocentric representation is just being able to say that station should be in that direction. Forgive me if I am wrong, I am an egocentric woman. You're and right. Also, You're right.
I also don't have enough familiarity with the city. While if I have to switch to the egocentric representation to decide that I have to follow a not direct way, because I can't go just right on that way. I have to go on the other side before reaching the right direction. So this is the continuous switching between the two representations. If I just have an egocentric representation, I will never know the general direction. I would just say, well, I have to go out, and when I am out, I have to reach the square, and after the square there is a street, and on the street I turn on the left after the market. There is a supermarket on the right, coming here, I remember. Then there is a street on the right. Looking on the left, at a certain time, I will cross a road, and on the left there is the cathedral. That means that I am on the right way, and then I will arrive. That is a different way to represent So if I find, using an egocentric representation, I find a wall, I can follow my street. I don't know where I have to go. But what if you use a map? If I have the general representation, I know that I can but what if you use a map in this situation? When I am underground, anything changes. It's the same, like in a building. Okay, I just can shift from one to another. No, the only difference is that I have less information available. Maybe I'm wrong, but I mean, if I want to go from here to here, and there's an obstacle somewhere, I can also have a map, which is an allocentric representation, and see where are the streets, and even without seeing the objects, I can follow my way. So I'm not quite sure. And something else, if I have different maps of the same area at different levels, how can I put all this together to orientate myself, seeing the whole underground as a whole, and understanding as a landscape, the first step to the last one? That was a question, right? The difference are two. First of all, are you able to use the map without turning it? Or are you not? There are two different people. They use different way to use the map. The second one is that maps have paper maps have different scale. Yeah. This is what happened. Well, how I know which one is the floor? Well, in open field I know if I am down or up, because I have some natural information, like I can look enough. Usually I don't have, if I am in a closed space, I don't know which is the floor if I don't read the floor written somewhere, or if I don't count the floors. So this may be a problem. I mean, Sylvie first, before showed us Toledo station in Naples. I was in Toledo station, and this was a place where I was never lost, even the first time I was in, because it follows a gradient or light from the deep to the surface. Maybe this is a trick. Maybe, I don't know. But the trick is to create a differentiation that I have not to learn in a strong way. I mean, when I am in the department store where I usually go, there are 3 different floors for the parking lot. And I am lost because the parking lot has the same colors at each floor. So if I don't use my phone for recording, I was on -1, -2, or -3. I don't find my car because each floor has the same colors that serve to find the... Instead, I was not lost in Toulouse because the Capitol parking has different colors, but also objects. So there are colors for the part of the single floor, but one floor is the butterfly, the other one is the pier. So I can be lost. So we have to find something. But in this kind of environment, I have to learn verbally the symbols. Toledo helps because I know that I have to go, I am going upstairs, or I am going downstairs for the colors. Okay. I don't know. Okay. I don't have a solution at the moment.
I didn't expect any solution, by the way. Oui. Et puis, est-ce qu'il y aura d'autres questions? Parce qu'on arrive bientôt à l'heure. Donc, questions, réponses, les derniers mots. Voilà. Juste une chose, c'est que là, on parle beaucoup en fait de connexion de point A à point B. Et effectivement, hein, donc là, on est dans une sorte d'efficacité, c'est très lié au transport. Le problème, c'est que si ça devient dominant, nous perdons une grande partie de notre capacité de relation à l'environnement. Et on se place nous-mêmes, ou alors on se laisse placer dans ce genre de relation qui, en fait, est très, très restrictive et qui n'a rien à voir avec ce que nous pouvons avoir de développement de nous-mêmes. Donc ça, c'est peut-être un premier point, c'est essayer, même quand on traite les connexions, de ne pas se limiter, parce qu'en fait, ça va très vite. Le fait de se limiter à ça, parce que c'est aussi quelque chose qui nous est imposé. Et ce qui me pose aussi problème, c'est que du coup, on en vient à se poser des questions de signalétique, de comment on va de l'un à l'autre, parce qu'on a déjà construit un espace qui nous situe nous-mêmes dans cette relation et dans cette distance, sujet-objet. Et donc, on va dire, comment est-ce qu'on va de l'un à l'autre, alors qu'en fait, des questions de luminosité ou de relation aux autres vont nous en donner autant, en termes de savoir où nous sommes et ce que nous avons. C'est-à-dire que là, on nous impose une structure, une manière de penser qui est un peu trop stabilisante. Donc là, on est dans une manière de penser un peu occidentale, où on a séparé le temps de l'espace et où on se dit que si on ne repère pas l'arbre de la même manière à gauche qu'à droite, on a tout faux, alors qu'en fait, à gauche, il est au soleil et à droite, il est à l'ombre. Donc, c'est pas exactement le même. Donc, il peut être différent et nous aussi, on peut ne pas le reconnaître. Sauf qu'il y a autre chose qui va se passer. Et donc, c'est bien de pouvoir essayer de l'introduire. Donc ça, c'était le premier point qui me permet aussi de rebondir sur la nature, c'est-à-dire que le besoin de nature, c'est pas le besoin de voir de la nature. Hein. Je pense que la nature, c'est quelque chose, c'est d'être en relation avec des éléments qui sont vivants, nous-mêmes étant vivants, et donc communiquant avec du vivant, ce qui veut dire que s'il s'agit juste de mettre un arbre, c'est pas mettre un arbre, c'est que cet arbre soit vivant et soit pas du mobilier urbain. Et là, à ce moment-là, on va avoir une relation avec le monde qui nous entoure, qui sera une relation de l'ordre du vivant, qui dépasse même le sens. Et en troisième point aussi, par rapport à la signalétique, je pense qu'il faut vraiment différencier ce qui est de l'ordre du signifiant et de ce qui est de l'ordre du sens. Donc juste le signe au premier niveau, on va là-bas, ou le sens de là où nous sommes, et qui nous sommes, et avec qui nous sommes. Oui, c'est un peu synthétique. C'est un peu la difficulté dans ce genre de choses. Des fois, quand on switch langue à l'autre, parce que c'était un peu le sens de ma remarque tout à l'heure. C'est-à-dire, l'idée n'est pas de savoir comment est-ce qu'on va d'un point à l'autre, mais comment est-ce qu'on perçoit l'ensemble du souterrain en tenant en compte la troisième dimension, c'est-à-dire le fait qu'on est en profondeur. Et justement, il ne s'agit pas d'aller d'un point à un autre, mais d'avoir une perception dans un endroit où on n'a absolument aucun repère spatio classique permettant de appréhender, de comprendre ce dans quoi on est, de le sentir, à différents niveaux. Et là, c'est un véritable problème, parce que l'on a des plans superposés qui se ressemblent les uns aux autres, et réussir à avoir cette perception n'est pas du tout évidente. Mais l'idée était celle-là, pas de savoir si on va se déplacer d'un point A à un point B. Ma question n'était pas là, mais plutôt comment est-ce qu'on peut se représenter mentalement, sentir, voilà, on est dans une ville, on l'aperçoit cette ville, on est dans un souterrain, perçoit-on le souterrain dans son intégralité? Je ne crois pas. Et c'est effectivement, à mon avis, un souci. Enfin, c'est important, ça, je suis d'accord. Juste avant de donner la parole à André, qui sera le dernier à parler sans doute, ça me rappelle, votre discussion me fait penser à un certain nombre de recherches qui ont été faites par la RATP, enfin par le service prospectif de la RATP. Et il y a des moments où, quand on travaille sur le métro, le problème, c'est vraiment pas du tout de savoir si on perçoit l'espace souterrain. C'est-à-dire, quand ils étudient les relations amoureuses dans le métro, ou bien les gens qui font à manger dans les rames de métro, etc., toutes choses fort intéressantes, la perception de l'espace n'est pas importante, peut-être. Ou en tout cas, pas la perception du fait que c'est un souterrain. Donc, il y a quand même une question qui est, à quel moment est-ce qu'il devient important qu'on perçoive que c'est un souterrain? C'est quand même une question qu'on peut se poser, au passage. Mais je relance le débat, là, j'ai tort. Mais si quand même, parce que la question est dans la réponse, que la réponse est dans la question. C'est-à-dire que j'ai l'impression que lorsqu'on ne veut pas voir que c'est un souterrain, le souterrain nous comment dire, c'est une forme de déni. On est dans un souterrain.
Donc essayer de reconstituer l'extérieur dans un souterrain ou oublier qu'on est dans un souterrain est la meilleure manière, je crois, d'être écrasé par ce souterrain, être mal dans ce souterrain et d'en faire un endroit qui est difficile à vivre. C'est justement parce qu'on intègre la dimension souterraine comme quelque chose qui est là, quoi, que l'on va réussir éventuellement à rendre ce souterrain vivable, désirable, intéressant, etc. Et je comprends que pour la RATP, le souterrain, pour des raisons de sécurité, pour des raisons diverses et variées, est un lieu dans lequel il faut surtout qu'on fasse oublier qu'on est en souterrain. C'est bien dommage. Non, là, les expériences en question, les recherches en question sont des recherches au contraire contre la vision des ingénieurs, oui. Et qui consistent à dire le métro, c'est un endroit où on fait plein de choses. Oui. Mais n'empêche que dans leur recherche, à des moments, la dimension espace souterrain apparaît pas. Alors, c'est dommage. Voilà. Oui, c'est dommage. André, tu as la parole. Je répète ou pas? Bon, il y a deux mots que vous n'avez jamais... J'ai pas cru entendre. Si? Si, ah, pardon. Sylvie aussi a arrêté. Ah. Et Sylvie, c'était tout sur les paysages souterrains. Oui, les paysages et ambiance. Ambiance, non, ambiance, j'avais pas parlé. Moi, je vais prononcer Bon. I think there is a first level that is that makes a big difference. One thing is adapting existing underground places. Another is constructing new underground places. Constructing new underground places, I think you can find very creative solution when you have the elements of previous experience that can help. In the moment, I think for my experience, the existence, the one that already around. I was in the France once. I was really disturbed from that place. It was a very hard place for me to navigate in. Is that it's a little claustrophobic, despite the space, because it's at least when I was in. New places can be really different. You can have, I don't know, the real light coming in certain points, so you can have a general view sometimes. That will make a difference, for example, for deciding the plane, or for enjoying, or for something. But the very problem, I think, is to adapt to old spaces. I don't know how you can solve this problem. Okay. Very challenging. Thank you.